Alors, merci à vous, hein, d'être ici et de participer à notre premier webinaire du réseau des offices de tourisme du département de l'Oise. Webinaire consacré à la réforme du classement des offices de tourisme qui est entrée en vigueur au 1er juillet dernier, déjà. Le programme, je vous le rappelle. Voilà, je descends le curseur. Donc, on va revenir ensemble sur l'esprit général de la réforme et pourquoi cette seconde réforme en 2019. On va passer un peu en revue les grandes évolutions qui sont intervenues sur les grilles de critères. Il y aura une session questions-réponses et puis on fera un point sur comment instruire son dossier dans le département de l'Oise. Alors pour ce webinaire, je ne suis pas seule. Nous avons la chance d'avoir la participation de Sophie Bonidan, qui est chargée des démarches de progrès à la Fédération nationale des offices de tourisme de France. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour. Voilà, donc Sophie a un problème technique et n'a pas de caméra, donc vous n'aurez pas la chance de la voir, mais vous entendrez la douce voix de Sophie qui va présenter une bonne partie de ce webinaire avec moi. Et je t'en remercie grandement encore une fois. Merci Non, Sophie d'être avec ici. plaisir, avec plaisir Leslie, il n'y a pas de Super. problème. Super. Alors avant de passer la main à Sophie, juste un petit point technique. Donc, comme je vous l'ai dit, l'avantage de ce webinaire, c'est qu'on pourra enregistrer, enfin il est enregistré, hein, donc tout le module qui apparaît à l'écran est enregistré. Le module de présentation, le module de chat en ligne avec toutes les questions et le module caméra. Donc vous aurez un lien qui sera envoyé en guise de compte rendu, un lien de replay. Et pour ceux qui ne peuvent pas y assister en live, pareil, le compte rendu sera ce lien de replay. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure donc, dans l'outil de chat en ligne. Sophie va dérouler sa présentation et c'est moi qui vais pondérer entre guillemets les questions. C'est-à-dire que je vais les regrouper sous des thématiques qui se ressemblent et puis je les poserai soit au fur et à mesure si elles viennent étayer le propos qui est en train d'être développé par Sophie, soit je les poserai à Sophie à la fin du passage en revue des critères. Voilà, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Eh bien, je crois que c'est tout. On va pouvoir lancer la conférence. Donc, Sophie, je vais te laisser la main et pour le dérouler et pour la présentation. Super, très bien. Merci en tout cas Leslie de me faire intervenir et puis bonjour à tous. Voilà, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler des classements et qu'on fasse un petit point sur cette réforme des classements, voilà, qui, comme le précisait Leslie, est déjà entrée en vigueur depuis quelques semaines. Alors, hop, on va Alors, Sophie, ton micro a baissé. On Ah, entend pardon. moins. Et oui, il faut que Voilà, je le tienne s'il s'éloigne. super, merci. On n'est pas encore tout à fait équipé à OTF pour les webinaires. Alors, hop. Ah, excuse-moi, je suis passée trop vite, je crois. Non, voilà, hop, super. Alors déjà, je voulais recontextualiser cette réforme des classements donc, qui a eu lieu, donc qui est entrée en vigueur au 1er juillet 2019. Ça a été un gros chantier initié donc par le comité interministériel du tourisme début 2018 et mise en application ce chantier par la DGE, la sous-direction du tourisme, avec notamment en grande collaboration avec OTF pour la rédaction de cette nouvelle grille. Cette révision, elle s'inscrit dans une logique finalement suite notamment à la loi NOTRe et à la loi Montagne qui sont venues pas mal chambouler le paysage un petit peu touristique et notamment les missions des offices de tourisme. Et donc pour plus de cohérence, en tout cas c'était la volonté de la DGE, de la sous-direction du tourisme, d'aller dans vers une nouvelle grille qui rejoignait un petit peu ce qui était apporté avec la loi NOTRe notamment, et donc surtout prendre en compte toutes les évolutions liées notamment au regroupement, aux fusions, aux absorptions. Voilà, donc ça a Mm. été dans ce contexte précis, voilà, qui a été pensé et qui a été voulu, en tout cas, cette réforme des classements. Hop. Alors, donc, comme je vous le disais, au niveau de la méthode, donc il y a eu des groupes de travail qui ont été formés au niveau national, avec notamment donc à la tête la DGE, donc la sous-direction du tourisme
au ministère des Finances et de l'Économie à Paris-Bercy. Il y avait OTF notamment dans ce groupe de travail, l'ANET, les directs, puisque vous le savez peut-être, en tout cas pour ceux qui sont concernés notamment, mais en parallèle, en même temps que cette réforme de la grille de classement a été pensée et a été faite, il y a eu la réforme aussi des critères des stations classées. Qui ont été également impactés par la loi NOTRe et par la loi Montagne. Voilà, donc c'est vrai que pour plus de logique et de cohérence, les deux ont été faites en même temps avec le même groupe de travail donc qui reprenait des interlocuteurs communs, hein, OTF, les ANET et les directs en région. Alors, puisque Donc, tu en parles, Sophie, je me permets oui, bien d'ajouter sûr, pour une meilleure compréhension pour toi. Dans le département de l'Oise, nous n'avons pas de station il n'y a pas de... D'accord, classée. Par contre, on a des communes touristiques. d'accord, très bien. Très bien. Donc voilà, bon, en tout cas, il y avait eu les stations classées qui ont été faites en même temps. Voilà, bon, pour être station classée, c'est plutôt les offices de catégorie 1, avec l'obligation notamment, ça on y reviendra tout à l'heure, mais d'avoir une, une marque qualité ou voilà, une norme ISO, enfin une norme de qualité. Voilà, mais ça c'est vrai que ça concernait beaucoup, notamment sur le littoral, les montagnes ou les grosses stations Oui. touristiques, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des départements qui étaient beaucoup moins concernés par ces réformes et puis par les stations classées. Voilà, donc il y a eu un gros chantier qui a été fait sur toute l'année 2018 et début 2019, donc pour rédiger cette nouvelle grille de classement. Et OTF a été très impliqué dans la rédaction des critères. Voilà, et c'est vraiment positionné sur certains points. euh, voilà, pour quand même conserver l'essence, voilà, le métier des offices de tourisme. Parce que comme vous l'avez vu, l'objectif premier de l'État avec cette réforme, c'était la simplification des critères et de la grille, puisqu'on a un nombre de critères qui a été très largement réduit au Mhm. global. Voilà, c'était l'objectif donc de cette réforme. Le premier, c'était donc la simplification, ne conserver que des critères qui étaient pertinents et qui étaient adaptés. Il y avait également inclure tout ce qui était l'approche numérique, le suivi client numérique, qui était un petit peu moins présent dans la précédente grille de classement. Voilà. Et puis, en effet, faire coordonner le classement avec les stations classées et les communes touristiques. Voilà, On peut donc ça dire en c'était regardant les le contexte. critères que la réforme s'est vraiment intéressée à l'usage des clients, à l'évolution aussi de Exactement. l'usage des clientèles. Exactement. Alors ça, c'est la position de la sous-direction du tourisme, en tout cas de l'État, c'est vraiment de recentrer l'expérience touristique et l'écoute client au cœur des textes, parce que là, c'est ce qu'on retrouve pour le classement, mais c'est également le cas pour la marque qualité tourisme. C'est vraiment de recentrer l'accueil et les missions de l'accueil au cœur des textes, en tout cas. Voilà, et donc ça, c'est vrai que ça se ressent beaucoup dans cette Mhm. nouvelle grille de classement. Et puis l'adapter et puis moderniser un petit peu, puisque c'est vrai que la dernière grille de classement datait de presque 10 ans, puisque c'était en 2010. Voilà, donc là, c'était aussi, il y avait l'objectif d'inclure un petit peu les nouveaux outils numériques dans la grille. Hop. Voilà. Donc ça, je vais présenter le contexte en prenant aussi, voilà, le pourquoi du comment de cette nouvelle grille. Voilà, en présentant ce qu'était la volonté aussi de voilà, de la DGE, de l'État, en, en réformant la grille de classement. Donc, on est passé sur deux catégories. Ça, on va dire que c'était le premier grand changement, le changement majeur de cette réforme, c'est d'être passé de trois catégories à deux. Euh, donc ça, c'était vraiment une volonté, un choix de l'État. Voilà. C'est vrai qu'OTF avait plutôt pour position au départ de conserver cette troisième catégorie pour ne pas exclure les petits ET qui seraient en catégorie 3 et qui peut-être encore aujourd'hui, malgré la simplification, auraient du mal à atteindre la catégorie 2. Mhm. Voilà. Mais bon, malheureusement, là-dessus, il y avait vraiment une volonté de simplification à deux catégories. Voilà. Donc,
on s'était positionné, mais voilà. Mais catégorie 2 qui devient quand même beaucoup plus accessible pour les anciens catégorie 3. Oui, il y a beaucoup Voilà, de donc ça critères c'était. qui ont été supprimés, notamment des critères structurels. Après, il y en a peut-être un qui posera problème pour certains OT dans le département qui était classé en catégorie 3, c'est le nombre d'équivalents temps plein, mais on y Oui, reviendra un peu les plus ETP, tard. Ouais. exactement. Exactement. Après, voilà, quand on lit un petit peu, même dans le guide méthodologique, voilà, ils sont bien, la DGE était bien consciente qu'il y allait avoir des offices de catégorie 3 qui ne pourraient pas solliciter la Ouais. catégorie 2. Mais bon, en tout cas, ils ont exprimé que on serait avec trois possibilités, soit un OT non classé, soit un OT qui mettait en place des moyens un petit peu supplémentaires pour avoir la catégorie 2, et puis ceux catégorie 3 pour atteindre notamment catégorie 1 pardon, pour atteindre notamment station classée. Après, c'est quand même assez bien expliqué dans le guide méthodologique, dans le sens où finalement, ça donne aussi du grain à moudre pour vos collectivités. Il est vrai qu'un office de tourisme à moins de 3 équivalents temps plein, bah, c'est pas beaucoup investir dans le tourisme et du coup, c'est difficile ensuite d'avoir un classement commune touristique. Mais en même temps, à moins de 3 équivalents temps plein, c'est difficile de développer une stratégie touristique sur son territoire. Exactement, c'est comme ça que ça a été justifié aussi. Donc c'était soit l'office se donne les moyens et l'office et la collectivité hein, évidemment se Bien donnent les sûr. moyens pour atteindre la catégorie 2, soit ben, malheureusement maintenant ils seront considérés comme non classés. Voilà, et donc c'était en effet pour, on va dire, un petit peu pousser et faire monter en gamme les OT de catégorie 3 et les inciter à, voilà, un petit peu évoluer pour atteindre la catégorie 2. Ça, en tout cas, c'est la justification de cette suppression de la catégorie 3, qui est Mhm. voilà, le gros changement. Le gros changement. Donc au niveau des critères et de la grille, on est passé de 48 critères sur l'ancienne grille avec les trois catégories à 19 aujourd'hui sur les deux catégories. Donc on a eu quand même un gros travail on va dire, de toilettage de la grille avec vraiment un vrai travail de simplification. Alors cet objectif de simplification, il était à la fois à destination des offices, donc pour que le classement soit plus accessible aux OT, mais également au niveau de l'instruction des dossiers, une simplification pour les préfectures qui instruisent donc les dossiers de classement et qui n'ont pas généralement la possibilité de se rendre sur place donc pour vérifier les éléments. Et donc là, les critères ont notamment été pensés et travaillés pour qu'ils puissent être instruits sur preuve documentaire uniquement Mhm. et de manière un peu plus simple pour les préfectures. Voilà, donc là, les deux éléments ont été pris en compte dans cette simplification et dans ce travail de rédaction des critères. Voilà, juste pour info, ça c'est important quand même pour tous les OT qui sont aujourd'hui en catégorie 3 et qui auraient obtenu leur classement par exemple en 2019. En tout cas, tous les offices marqués jusqu'au 30 juin 2019 vont jusqu'à échéance de leurs 5 ans du classement. Donc pour nous, c'est vrai qu'à OTF, on a encouragé certains OT, certains offices qui étaient en catégorie 3 à renouveler leur classement début 2019 pour Mhm. pouvoir bénéficier des 5 ans, puisque la nouvelle grille ne remet absolument pas en cause les classements actuels. Donc ça, c'était important, puisque c'était une inquiétude pour les offices, mais en tout cas, non, c'est une mise en œuvre au 1er juillet 2019, et donc uniquement les dossiers traités à partir de cette date. Tous ceux avant vont jusqu'à échéance du classement. Voilà, Pour donc ça revenir à c'était. ce qu'on disait juste avant, ça laisse un petit peu de temps justement pour ces offices de tourisme qui conservent leur classement en catégorie 3 pour essayer Voilà, de se mettre à niveau ou en tout cas d'entamer des discussions avec sa collectivité de tutelle sur la possibilité d'atteindre une catégorie 2. exactement. Comme ça laisse le temps, oui, de se préparer pour éventuellement passer la catégorie 2. Voilà. Mhm. Donc ça c'était un point important. Je suis revenue en arrière. Alors on va reprendre. Alors soit c'est parti plutôt plutôt que critère par critère, mais plutôt par on va dire famille de critères puisqu'ils sont regroupés un petit peu avec voilà sous un petit peu des sous-chapitres et puis reprendre les principales évolutions de cette nouvelle grille. Et les principales, on va dire, Alors on on perd va. un peu le son, Ah bah, Sophie. Je ah non, m'excuse, hein. non, non, j'avais lâché
le micro. Non, donc je disais, je suis plutôt partie sur une présentation avec les nouvelles obligations et les évolutions, en tout cas des Oui. obligations par sous-famille plutôt que critère par critère. Mais après, on reprendra s'il y a des questions sur des critères en particulier. Voilà, après, c'est vrai qu'on reviendra aussi sur le guide méthodologique, hein, qui, comme disait Leslie, est quand même très bien fait, voilà, qui est très complet et qui reprend également critères enfin, famille de critères par famille de critères. Voilà. Alors, hop, on va pouvoir démarrer sur les premiers critères, une des premières obligations qui n'étaient pas précisées dans l'ancienne grille, c'est l'accès à Internet obligatoire via une connexion sans fil, donc en fait la Wi-Fi, hein, obligatoire dans les points d'accueil, dans les offices, pour tous les offices classés donc en catégorie 1 et en catégorie 2. Voilà, donc ça c'était le premier point, l'accès Wi-Fi dans tous les bureaux, enfin dans tous les OT. Le mode de calcul au niveau des heures d'ouverture qui est précisé et qui est modifié. Donc il offre quand même plus de souplesse d'organisation au directeur avec moins de jours d'ouverture obligatoire. On ne compare plus en jours, mais on est sur un plancher en nombre d'heures, avec également la possibilité de cumuler les horaires d'ouverture des bureaux d'accueil si elles ne se chevauchent pas, Donc ça, c'était un grand point de facilitation, parce que c'est vrai que le nombre de jours d'ouverture posait pas mal de questions avant. Et donc là, avec cette notion en heure plutôt qu'en jour, ça devient quand même déjà plus simple pour la lecture et plus pratique aussi pour les offices, avec notamment cette possibilité de cumuler les différentes horaires d'ouverture des BIT, quand plusieurs bureaux il y a évidemment. Et la prise en compte aussi du temps d'accueil qui est fait hors les murs, je crois, hein. Exactement, et il y a tout ce qui est accueil hors les murs, donc ça notamment en saison, quand il y a des points d'accueil mobiles et hors les murs. Là également, si il y a des horaires d'ouverture qui ne se chevauchent pas avec les autres bureaux, il y a possibilité de les cumuler dans le nombre d'heures d'ouverture totale. Donc c'est vrai que ça ouvre quand même, ça permet aux offices de pouvoir compter beaucoup plus largement, plutôt qu'en jour. Oui, et puis ça colle un peu plus à la Exactement. réalité terrain des offices de tourisme, et je pense notamment pour les offices de tourisme du département à tout ce qui est participation à des manifestations. Exactement. À partir du moment où vous avez une équipe présente et qui fait de l'accueil hors les murs et qu'on dépasse le quota horaire, alors je crois que c'est 3 ou 4 heures hein, pour ouvrir le droit à une journée complète, bah, ça vient s'additionner à vos amplitudes d'ouverture accueil. Exactement. Alors juste une petite précision au départ, parce que sinon je ne veux pas que ça fasse une confusion. Et bien préciser quand même, notamment dans le guide méthodologique, que les BIT, quand on parle de BIT, c'est surtout celui qui doit être présenté pour le dossier de classement, c'est le BIT principal. Si vous avez des offices avec Mmh. 5, 6, 7, 8 BIT, notamment des BIT saisonniers, il n'y a pas d'obligation, il y a une possibilité si on veut les ajouter au dossier évidemment, mais en tout cas il n'y a pas d'obligation de les intégrer au dossier de classement, sauf pour les BIT qui sont stations classées, mais bon là du coup dans le département ça ne concerne personne, mais la seule obligation pour inclure un BIT dans le dossier de classement, c'est qu'il soit station classée. Voilà, donc c'est vrai que ça facilite ça aussi le dossier, puisqu'il faut prendre en compte voilà, pour tout ce qui est, pour tous les critères. Là, on parle vraiment sur le bureau d'accueil principal, et donc pas les BIT qui sont ouverts, qui sont saisonniers ou qui ont moins d'affluence. Mais on parle voilà, vraiment celui Alors principal étant défini par la plus forte la plus influence, hein, forte c'est affluence, ça? exactement. Exactement. Et alors, on Ok. parlait de l'accueil hors les murs et David Goncalves, le directeur de l'Office de tourisme de Beauvais, nous pose la question d'un accueil qui serait fait chez un partenaire. Par Est-ce que exemple, c'est dans un considéré comme de musée l'accueil? ou des choses comme ça, comme il existe. Oui, c'est hors les murs, hein, J'imagine, ouais. exactement. Oui, 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 puisqu'on a le cas de certains offices, voilà, qui ont par exemple des points d'accueil dans des structures comme des musées, voilà, ou voilà, dans d'autres structures publiques généralement. Oui, c'est considéré comme un point d'accueil hors les murs. Alors, BIT, alors c'est vrai que on peut dire un BIT, mais c'est point d'accueil hors les murs exactement. Et là donc ça peut rentrer au niveau du cumul des horaires et ça peut être concerné.
Alors même s'il n'y a pas Alors, oui, en revanche, David précise, même s'il n'y a pas de présence humaine, et là, je crois que non, mmh. il faut bien qu'il y ait un membre de l'équipe de Ah non, l'office, un il faut membre, qu'il y ait quand même oui, non, non, ouais. parce que sinon ça ne peut pas compter. En effet, il faut qu'il y ait de l'accueil, hein, puisque là, Mhm. on a dit qu'on avait C'est ça. recentré sur l'accueil, donc il faut quand même Mhm. qu'il y ait un accueil, sinon il y a des critères qui ne vont plus être respectés, tous les critères, donc notamment liés à, bah, à l'accueil du touriste avec les langues étrangères, et cetera. Donc ça va plus pouvoir, ça va plus être concerné, mais ça peut être, chez des partenaires, mais par contre, il faut qu'il y ait un personnel, de l'office détaché pour que ce soit, Très pris bien. en compte. Exactement. Merci, Sophie. Et un équipement touristique faisant partie de la structure office de tourisme peut-il compter s'il y a de l'accueil du... Non, il y a de l'accueil de visiteurs Mmh. musées, par exemple. Alors, c'est Élise, directrice de l'office de tourisme de Creil-Sud-Oise, qui est un office de tourisme en statut épique et qui va prendre un musée en gestion d'équipement. Donc, j'imagine que cette question concerne l'accueil au musée quand l'office est fermé, puisque, encore une fois, on précise bien que les amplitudes horaires, elles sont cumulables dès Ouais, l'instant où elles ne se chevauchent pas avec l'ouverture de exactement. l'office principal. Non, là, par contre, parce que j'imagine que le personnel du musée n'est pas le personnel, de l'office. Donc Ben, c'est la administrativement, il collectivité, va y en avoir fait, une ouais. gestion d'équipement, donc il y a une reprise des salariés, mais ça reste une sous-entité Ouais, pour moi, de c'est une l'équipement. sous-entité, oui. Non, c'est pas rattaché, c'est pas il faut quand même un BIT qui soit rattaché officiellement et qui fasse partie, de l'office, en tout cas dans les documents, dans les statuts et cetera. Il faut quand même que ce soit rattaché et formalisé, comme faisant partie, comme étant un bureau officiel, d'information, un point d'accueil officiel de l'office de tourisme. Si c'est pas présenté comme tel, ça pourra pas compter, dans le cumul des horaires. Et là, c'est vrai que ça devient D'accord. un petit peu, Alors bien sûr, ouais, ça devient un petit peu des fois, voilà, délicat quand en effet, les salariés sont rattachés à la collectivité, et de partager les locaux. Mais malheureusement, là, dans le cas mm, précis, l'accueil du visiteur au musée ne sera pas pris en compte pour l'office du tourisme. Dans le merci Sophie. Et oui, on ne doute pas, Élise, que les offices, que les salariés du musée seront bien formés à l'accueil et à la présentation du territoire, mais bon, en l'occurrence, ça ne pourra pas compter. Après, je ne pense pas que ce soit un critère bloquant pour l'Office de tourisme de Creil-Sud-Oise au regard des nombreux accueils hors les murs qui sont réalisés par l'équipe. ah oui. Ok. On va Ouais, continuer. on va pouvoir continuer. Alors, parmi les critères suivants, un des autres critères qui a été reprécisé, c'est au niveau des langues étrangères. Donc pour la Mhm. catégorie 2, uniquement l'anglais obligatoire. Et pour la catégorie 1, deux langues étrangères obligatoires et l'anglais imposé. C'est vrai que c'était pas précisé dans l'ancienne grille de classement, donc il y avait des offices suivant la situation géographique où les langues obligatoires en catégorie 1 étaient par exemple l'allemand, le néerlandais, hein, voilà, je prends un exemple au hasard, et ce n'était pas l'anglais. Et là aujourd'hui, l'anglais, ça devient un élément obligatoire dans la Mhm. nouvelle grille de critères. Alors que ce soit pour l'accueil en physique, mais également pour tout ce qui est support d'information, site internet, voilà, tout ce qui est support communicant, physique et ou numérique, il faut que ce soit, ça respecte ce critère lié aux langues étrangères. Donc en anglais obligatoire. Cette nouvelle réforme des classements se concentre quand même beaucoup sur le numérique. Et d'ailleurs, un petit aparté, vous avez aujourd'hui la possibilité pour les dossiers de les faire en papier ou en 100% numérique. Voilà, je pense que tu y reviendras dessus tout à l'heure, Leslie. Mais c'est vrai que Oui. voilà, la prise en compte aujourd'hui, voilà, des nouvelles consommations, voilà, du numérique a été largement prise en compte dans cette réforme des classements. Et donc elle n'a plus d'obligation, d'éditer du papier, pour les documents pour la documentation touristique, mais avec des impressions sur demande, aux clients. Uniquement voilà les plans de ville, hein, qui doivent être disponibles, en papier et gratuitement, et pareil en respectant aussi, pour les langues étrangères. Et donc la documentation, comme je le Mhm. disais, doit aussi respecter, les critères des langues. Et justement, sur ce critère de langue, et notamment pour la catégorie 1 où l'anglais est la seconde langue obligatoire,
Qu'en est-il de la troisième? Est-ce que ce doit être la même pour l'ensemble des salariés de l'Office de tourisme? David se pose la question, est-ce que si un des salariés a pour troisième, seconde langue étrangère et troisième langue parlée l'espagnol et un autre l'allemand, est-ce que ça fonctionne quand même? Ou est-ce qu'au contraire, il faut que les langues soient les mêmes? Alors, heu, alors oui, j'avoue que j'ai une C'est une petite colle, je colle, pense. ouais. Moi, je dirais que la logique, c'est que normalement 2 langues doivent être définies, ne serait-ce que dans la stratégie d'accueil, voilà, c'est se positionner sur 2 choix de langue, mais ça, c'est vrai que ce serait à vérifier, s'il faut absolument que ce soit la même. Moi, je pense quand même que Alors, c'est ouais, pas précisé précisé, hein, dans le guide, hein, guide méthodologique. Après, il est vrai qu'il est précisé néanmoins que la troisième langue doit coller à la fréquentation du territoire. exactement, ouais. Ce qui est assez spécifique sur Beauvais, où on est un territoire qui accueille un aéroport. Et du coup, les nationalités présentes sur le territoire peuvent être aussi bien espagnoles qu'italiennes, bon, un peu moins allemandes, Mmh. mais du coup, on a plusieurs langues Oui, qu'il faut pouvoir maîtriser exactement. pour accueillir sur le Après, site. ne serait-ce que pour faciliter le traitement du dossier, il va falloir se positionner sur 2 langues, hein, pour présenter et Mhm. justifier. Donc je pense qu'il faut se positionner sur, la deuxième langue la plus parlée, par le personnel d'accueil, et en effet qui coïncide évidemment, qui coïncide avec la fréquentation du territoire. Juste un petit point, sur cette partie liée, aux langues étrangères et aux traductions notamment. Voilà, il faut savoir que les préfectures sont devenues, sont assez, tatillonnes sur, sur les traductions et c'est bien précisé que ça doit être fait, voilà par, enfin une traduction, correcte et donc ne pas passer par des sites, type Google Traduction. Voilà, juste il faut savoir qu'il y a eu, Mhm. déjà, depuis le 1er juillet, il y a eu 2 dossiers, en France qui ont été retoqués, 2 dossiers de classement qui ont été retoqués puisque la traduction était faite par Google Traduction. Voilà, donc ça D'accord. c'est vrai que Alors justement, pour ce qui est de la traduction, pardon, excuse-moi. non, non, je regarde la question aussi en même temps que toi. Eh ben voilà. Donc la question de Laurence qui s'interroge sur jusqu'où on va dans la traduction d'un site internet pour se laisser la possibilité d'être classé, notamment sur la catégorie 2 où il s'agit d'une traduction en anglais. Est-ce que l'intégralité du site internet doit être traduit? Est-ce que des pages pratiques suffisent ou est-ce que là en l'occurrence c'est un drapeau en home-page qui mènerait sur une brochure en langue anglaise et un formulaire de contact qui mènera à une réponse en langue anglaise. Ça pourrait suffire. Alors, il faut que moi la réponse que j'ai eue avec ça, parce qu'on en a discuté à la DGE, il fallait que vraiment toute l'information, enfin accessible en français, l'information touristique, les informations d'urgence, doivent être accessibles exactement en anglais et dans la deuxième langue choisie. Heu, donc Mhm. c'est vrai que ça nécessite quand même déjà une traduction, donc je disais faite par un organisme, enfin pas par en tout cas pas par du Google Traduction, une traduction vraiment correcte. Et en effet, oui, le site, à moins que ce soit peut-être des informations, si on est sur du temporaire, voilà, des informations temporaires, mais en tout cas tout ce qui est l'information touristique utile et pratique, oui, il faut qu'elle sera traduite. Alors, Alors est-ce que ça justement, j'allais signifie y que les venir, actus et Laurence. événements? Jusqu'ici, c'est Oui, vrai que oui, toutes. je vais revérifier. Parce qu'en fait, c'est le gros problème hein, des fêtes et manifestations, c'est que c'est la catégorie où l'info est la plus éphémère. Et donc, Mm. chez nous qui proposons un accès aux syndications vers le SIT, donc tu sais, le transfert des données automatique Oui, de la base de données SIT, chez nous on a tout un soft, vers ouais. les sites internet, on ne propose pas les fêtes et manifestations traduites en anglais dans la base, puisque il peut y avoir un peu de tout et surtout les manifestations n'ont pas en récurrence et une durée de vie assez rapide. Ouais. Et du coup, en effet, l'ordre précise que ça impliquerait une RH à temps plein juste pour traduire des manifestations. Oui.
Après, Alors c'est pas précédemment dans précisé, l'ancien hein, dossier, il me semble. dans le guide méthodologique. Pour moi, on est plutôt sur de l'information pérenne, hein, qui doit être traduite et vraiment, utile. Mhm. L'information, voilà, touristique, mais c'est vrai que tout ce qui est, on va dire, éphémère, événementiel, voilà, ça nécessitera moins, pardon, une traduction. Là, Mhm. de toute façon, même je reprends, aussi sur les textes et les échanges que j'ai eu sur le sujet, c'est pas précisé. Ça n'est pas précisé ce point, mais en tout cas, ça n'est pas imposé dans la traduction. Par contre, que c'est vraiment l'accueil des touristes, voilà, donc ça, ce qu'on inclut par ça, Mhm. c'est vraiment, en tout cas en physique, et après pour tout ce qui est en numérique, c'est l'information utile et pérenne qui doit être accessible et traduite. Après, encore une fois, si on se base du côté du client et du client international, en l'occurrence, peut-être qu'il aura surtout intérêt à connaître les grandes manifestations, celles qui sont susceptibles de le Mm. déplacer. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt à traduire toutes les brocantes ou Ouais, les foires. Enfin, j'ai pas d'exemple très ouais, précis, mais peut-être que en revanche, je vais pas trouver le nom de la manifestation à Compiègne, excuse-moi, sur les feux d'artifice, ça c'est une manifestation exact. qui est susceptible d'attirer en effet une clientèle étrangère et donc voilà les masters de feu, excuse-moi Laurence, j'ai honte puisque j'ai lu l'article ce matin sur la revue de presse. C'est une manifestation qui est susceptible d'attirer une clientèle internationale, donc il est possible de mettre en avant, mais sur une page, je dirais, écrite dans le back-office du site internet, pas forcément sur une page syndiquée. Il peut y avoir des manifestations pérennes et qui attirent du monde, enfin qui se pérennes dans le sens où elles se répètent chaque année. Ben, exactement, il y a pas, et comme tu dis, il n'y a pas forcément intérêt pour tous les événements, et puis surtout, il n'y a pas d'obligation. En tout cas, dans les textes, ça n'apparaît pas dans ce sens-là, sur Et tout ce qui oui, est éphémère et Laurence, le SIM événementiel. permet une traduction. On reviendra vers toi pour t'expliquer de quelle manière ça fonctionne. Mais oui, oui, il y a des versions traduites qui sont possibles dans le SIM. En tout cas, sur la version anglaise, les principaux bordereaux sont traduits. Et sur une deuxième langue, on ouvre la possibilité à l'Office de tourisme d'intégrer lui-même des traductions dans le back-office de la base de données. Très bien. Voilà, donc juste pour terminer sur cette partie documentation, information touristique, donc comme je précisais, plus d'obligation d'impression, enfin de brochures dans les murs, mais plutôt à la demande. Et l'unique obligation, voilà, c'est les plans et les cartes basiques, hein, voilà, de la ville, en tout cas du territoire de compétence, disponibles gratuitement. Voilà, donc ça, c'est vrai que c'était pas une obligation et c'était pas partout. Donc c'est un petit peu, Mhm. voilà, ça, c'est un petit peu changer les habitudes. Ensuite, il y a, comme je disais, toujours avec cette prise en compte du numérique et de l'évolution des comportements aussi des visiteurs, il y a une obligation de prise en compte de la satisfaction sur les réseaux sociaux, donc à avoir sa page Facebook à jour, en tout cas la revendiquer, enfin la prendre, et puis avoir une éditoriale publiée, etc., communiquer et répondre également aux demandes clients sur les réseaux sociaux. Donc ça fait Mhm. partie des nouveaux critères de classement, et également, voilà, juste pour information, pour la marque qualité tourisme également, ça a été intégré, hein, donc il y a vraiment une adaptation aux nouveaux comportements touristiques. Pour la catégorie 1, toujours l'obligation d'une démarche qualité pour l'office, alors que ce soit marque qualité tourisme, AFNOR ou ISO. Voilà, ça peut être l'une de ces trois normes, mais ça c'est toujours obligatoire pour la catégorie 1. Avec une grande avancée tout de même, c'est que pour accéder à la marque qualité tourisme, par exemple, hein, on n'a plus besoin de se classer d'abord en catégorie 2 pour demander la marque, pour enfin demander une catégorie 1. Mais je crois qu'on peut avoir une marque qualité tourisme provisoire jusqu'à obtention de la catégorie 1 qui vient formaliser la marque qualité tourisme. C'est bien ça ce que tu dis. Exactement. En fait, il y a eu deux changements. On en a discuté en copil de la marque qualité, puisque il y avait quand même ce problème
où après, notamment après avec tous les regroupements, les fusions qu'il y avait eu, tous les OT anciennement catégorie 1 devaient passer par la catégorie 2, ensuite la marque qualité tourisme et ensuite la catégorie 1. Donc c'est vrai que ça faisait beaucoup de dossiers, souvent sur des Ouais. périodes de temps très courtes, et puis à Mm. pertinence, voilà, qui était pas tout à fait avérée. Du coup, ça, on s'est mis d'accord en copile. Le premier changement, c'était qu'un office n'avait plus l'obligation de passer donc par la catégorie 2, pouvait solliciter une catégorie 1 directement, sans passer par la case catégorie 2, et pouvait solliciter en même temps sa catégorie 1 et sa marque qualité tourisme, puisque normalement il fallait avoir la marque qualité tourisme pour le classement, mais en même temps pour avoir la marque qualité tourisme, il fallait être classé. Donc c'est vrai que c'était parfois un petit peu le chat qui se mordait la queue. Du coup, on a dit les deux dossiers peuvent être faits de manière parallèle avec une validation en premier de la marque qualité tourisme, une validation provisoire qui est validée de manière définitive avec l'arrêté de classement quand celui-ci est reçu. Avec un délai par contre de 6 mois entre Voilà, c'est ça. l'obtention de la marque qualité tourisme et le classement. Voilà, Mhm. puisqu'on a laissé un petit délai, mais bon, il fallait quand même encadrer cette réforme. Mais voilà, c'est vrai que ça a soulagé. Voilà, ça c'était quand même une bonne nouvelle, notamment avec Oui. toutes ces périodes de fusion, de regroupement, avec des offices qui étaient parfois dans les dossiers pendant 2, 3 ans entre catégorie 2, etc. Donc ça a été mis en application, et c'est d'ailleurs intégré hein, dans le guide méthodologique. Il Oui. y a un passage voilà, qu'on a fait rédiger de manière officielle et qu'on a fait intégrer, voilà, pour officialiser les choses et puis pour que les offices puissent ainsi solliciter leur main qualité. Tourisme en premier, et donc ce sera plus facile à gérer parce qu'au début on voulait faire dans les deux sens, qu'on pouvait passer son classement avant sa marque qualité, mais voilà, c'était plus compliqué au niveau de la préfecture. Donc on part sur en premier sa marque qualité et ensuite son classement. Voilà. Parfait. Voilà. Et donc, on arrive au fameux L'autre gros critère changement, relatif ouais, à la RH, ouais. à la RH et aux ETP qui ont posé question malgré le guide méthodologique. Alors, on était sur un critère que je retrouve tout de suite que je ne dise pas de bêtises, sur 5 ETP minimum pour la catégorie 1 et 3 pour la catégorie 2. Alors, attendez, je le reprends en même temps. Alors là, juste une petite précision qu'on a dû revoir avec la DGE parce que même avec le guide méthodologique, ce n'était pas tout à fait clair. Hop, voilà, je suis dessus. Donc exactement, donc il y avait pour les catégories 2 au moins 3 équivalents temps plein et pour catégorie 1, 5 équivalents temps plein. Donc avec une précision, c'est 3 équivalents temps plein inclut la direction également pour les 5. C'est direction et salariés qui sont compris dans ces équivalents temps plein. Parce que c'est vrai que c'était pas tout à fait clair avec le guide méthodologique. Donc ça, c'était quand même une grosse différence si la direction était incluse ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, je vous confirme, dans les 3 ETP, c'est bien compris la direction. Parfait. Voilà, donc ça, c'était le gros changement aussi au niveau RH. Et c'est celui qui a posé le plus de questions pour tout dire quand la grille est sortie. Voilà, donc on a fait à peu près le tour. Je vérifie que je n'avais pas d'autres points à aborder. Oui, il me semble que c'est bon. Ah oui, je me Ouais, il y trompe. avait quand même Je juste au souris sur. niveau des fusions et absorptions. Voilà, là aussi, parce que ça posait encore beaucoup de questions, puisqu'on avait eu une circulaire, mais qui s'est terminée en 2018. Donc après, il y avait un petit peu une période de creux, à savoir qu'est-ce qu'on faisait là au niveau des regroupements et du maintien ou pas des classements Oui. dans le cadre des fusions et des regroupements. Et donc ça a été, voilà, ça, on a quand même posé la question puisque, alors pour tout vous dire, la DGE pensait que mi-2018, on serait arrivé c'était à la fin de l'ancienne circulaire, qu'on serait arrivé à tous les fusions, enfin, qu'il n'y aurait plus de fusion et plus de regroupement, voilà, que tout serait mis en place, ce qui n'est très certainement pas le cas, puisqu'on a encore quand même beaucoup d'offices qui se regroupent.
Oui. encore aujourd'hui. Voilà, donc ça, on a demandé, c'est pour ça que ça a été inclus dans le guide méthodologique, que ce soit à nouveau encadré et précisé en cas d'absorption, en cas de création de nouvelles structures. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour le maintien du classement, dans quel contexte on doit renouveler. Voilà, et le dernier point, alors qui je crois n'est pas précisé là par contre, c'est le déménagement. Voilà, puisque ça, c'est la grande question aussi. En cas de déménagement, est-ce qu'il y a perte ou pas du classement? Alors avant, avec l'ancienne grille, on avait une possibilité de repasser le classement de manière simplifiée avec seulement 10 critères à présenter à la préfecture. Donc ça n'existe plus puisqu'aujourd'hui, ben, finalement, il n'y en a plus que 13 par catégorie. Alors par contre, pour le déménagement, donc ça, on a refait, voilà, j'ai refait le point également avec la DGE pour que ce soit bien clair, ce point-là. En cas de déménagement et notamment, encore plus s'il s'agit d'un BIT, il n'y a pas de perte de classement. Par contre, il convient à l'office de bien prendre en compte toutes les obligations des classements et des éventuelles marques, normes dans lesquelles il est engagé, voilà, pour les nouveaux bâtiments et les nouveaux locaux, en termes d'accueil, notamment accueil PMR, etc. Et il faudra vérifier avec le relais territorial, il y aura une vérification documentaire. Mais en tout cas, le D'accord. déménagement ne remet pas en cause et ne nécessite pas le renouvellement du classement, un nouveau dossier de classement. D'accord. Voilà, ça ne Et pour cause revenir, pas une perte. Ouais. pour revenir justement au cas des offices de tourisme qui fusionnent ou qui se regroupent, et en tout cas pour illustrer peut-être avec un cas précis dans le département, puisque là, en l'occurrence, sera concerné les offices de tourisme de Senlis et l'office de tourisme de Chantilly, alors, qui ne sont pas présents avec nous ce matin, mais ils s'en excusent et je suis persuadée qu'ils regarderont le live enfin le replay avec attention, donc je vais tout de suite anticiper la question. L'office de tourisme de Senlis était classé catégorie 2, l'office de tourisme de Chantilly n'était pas classé. Et je crois qu'il s'agit, alors il faudra confirmer avec eux, mais il me semble que c'est une fusion-absorption par l'Office de tourisme de Senlis, ce qui permet le maintien de la catégorie 2 jusqu'à son échéance. Exactement. Exactement. Néanmoins, il est précisé aussi dans le guide méthodologique que dans le cas d'une création d'une nouvelle structure, alors qui est peut-être aussi le cas, j'avoue que je ne sais plus administrativement quelle option ils ont choisi, dans le cas d'une création d'une nouvelle structure, à partir de deux qui auraient des classements différents, on peut pérenniser le classement de la structure qui recevait le plus de visiteurs physiques. Exactement. C'est au BIT principal, ce qu'ils appellent BIT principal, donc c'est BIT le plus fréquenté. L'office donc la nouvelle structure peut bénéficier du classement de l'OT le plus fréquenté. Bah, qui n'est pas forcément la catégorie la plus élevée, mais en tout cas, ça doit correspondre à celui qui est le plus fréquenté. Et en l'occurrence, pour Senlis et Chantilly, c'est aussi au niveau de Senlis que la fréquentation est un peu plus élevée. Du coup, la catégorie 2 pourrait être pérennisée jusqu'à son échéance, hein. Je crois qu'elle arrive à Alors échéance l'année prochaine ou en ouais, début d'année. ouais, Donc exactement. voilà, ça vous laisse un petit peu de marge si vous voulez de nouveau entamer une démarche de classement. Exactement. Et quand il y a le cas quand même de fusion de plusieurs OT et plusieurs OT marqués, là par contre, donc il y a deux cas de figure. Euh, donc soit c'est l'échéance de classement la plus proche, soit Mhm. c'est le BIT le plus fréquenté. Voilà. Non, pardon, on récupère la catégorie du BIT le plus fréquenté. Et par contre, au niveau de l'échéance, alors, attendez, hein, je ne dis pas de bêtises, parce il y a deux exemples hein, dans le guide méthodologique. Oui, oui, j'ai dû le lire deux, trois fois avant de. C'est la nouvelle. Ah voilà, c'est en cas de fusion ou en cas de nouvelle structure, exactement. Voilà, donc ça c'est bien précisé dans le guide méthodologique en effet, mais donc soit c'est le BIT le plus proche, soit dans un autre cas de figure, ça reprend, ça garde, ça va jusqu'à échéance, mais la plus proche. D'accord. Exactement. Et donc Sophie, j'en profite avant de poser la question de Laurence pour te préciser qu'on perd encore un peu à nouveau le son. Le son, pardon. Et Laurence se posait la question du délai. Est-ce qu'il y a un délai obligatoire pour renouveler un classement qui n'est plus valide, qui est arrivé à échéance?
S'il y a un délai? Non, 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 il n'y a pas du tout de Non. délai. La seule chose qui peut poser problème à ce moment-là, bon là c'est pas le cas, mais dans le département, mais souvent ça peut, quand il y a station classée, là Oui, il y a des délais un peu plus serrés à respecter. Mais sinon, non, il y a pas de classement. Il y a la perte, voilà, du classement. Mais alors l'office de tourisme de Compiègne est quand même sur un territoire, enfin sur une commune qui est commune touristique. commune touristique, ah si, bah alors là dans ces cas-là, alors j'ai pas les détails des obligations. Euh, alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que pour qu'il y ait perte, que ce soit en sas voilà, de la station glacée ou de la commune touristique, c'est des démarches qui sont assez lourdes. Du coup, quand le classement souvent arrive à échéance et n'est pas renouvelé, donc il n'y a pas de conséquences, on va dire, directes sur la station classée ou la commune touristique. Par contre, ce sera pénalisant au moment du renouvellement de la station classée ou de la commune touristique ou de la D'accord, marque, par exemple, de la marque qualité tourisme. Voilà, d'accord. ça va être plus pénalisant dans ce cas de figure-là. Pour les communes touristiques ou les stations classées, j'ai plus le délai en tête. Euh, La période c'est la d'attribution, marque, enfin, c'est 10 ans. c'est 10 ans, d'accord. De Donc 12 là, en ans. l'occurrence, Pardon, pour station classée, c'est 12 ans même de mémoire. C'est 12 ans, ouais, 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 la station classée. Et la commune touristique, c'est donc pas là, grand-chose. la commune de Compiègne a obtenu son statut de commune touristique assez récemment, hein, donc voilà, ça laisse quand même un petit peu de marge à l'office de tourisme de Compiègne pour monter son dossier de classement. Et en l'occurrence, vous voyant participer, je pense que vous êtes dans les starting blocks pour le lancer. Laurence, d'ailleurs, avait une autre question pour revenir sur le critère d'analyse de la satisfaction et surtout l'analyse en ligne. Elle se posait la question de comment procéder. Est-ce qu'au-delà d'une veille sur TripAdvisor et sur Google, il faut prévoir un onglet spécifique satisfaction sur le site ou sur les réseaux sociaux? Non, alors il y a pas d'obligation pour le classement. Ça, c'est plutôt un critère qui, on va dire, va être respecté généralement par l'office et mis en place quand celui-ci est plutôt dans une démarche qualité, puisque là, il y a des Oui. obligations à ce niveau-là. Mais pour le classement, déjà avec les réseaux sociaux, que ce soit donc le TripAdvisor, la page Google, mais aussi la page Facebook sur laquelle on peut mettre des notes hein, maintenant. On peut Mhm. laisser des avis. Voilà, donc tout ce qui est déjà ces réseaux sociaux-là, il n'y a pas d'obligation supplémentaire après de, par exemple, créer un questionnaire de satisfaction en ligne. Voilà, donc ça, c'est dans le cadre du classement, c'est pas des obligations. Ça va, souvent, il y a des offices voilà, qui vont l'avoir mis en place, mais parce qu'ils sont dans une démarche qualité. Super. Et là, je fais déjà un peu de teasing pour notre prochain webinaire, mais il était prévu dans le programme des webinaires de la commission une présentation d'un outil qui s'appelle Fairguest et qui permet d'agglomérer tous les avis clients de l'offre touristique de son territoire pour pouvoir déjà l'analyser pour un office de tourisme et puis d'un autre côté pouvoir faire remonter les notes moyennes des offres touristiques de son territoire sur le site internet de l'office de tourisme. C'est quelque chose qui est déjà utilisé pour les offices de tourisme du Lot-et-Garonne, je crois. Voilà, ce sera l'occasion d'un autre webinaire. Je ne vous en dis pas plus, le suspense est total. Ok, très bien. Moi, je pense que de mon côté, j'avais fait le tour, puisque je Ouais, voulais on est terminer juste arrivé avec la au. partie fusion-absorption. Voilà, donc ça c'est fait. Après, voilà, s'il y a des questions, Je vois Elise qui est en train d'écrire, donc on va lui laisser le temps de finir sa phrase. Avant de passer à l'aspect procédure et comment faire dans le département. Non, pas de questions. Bon, au pire, vous pouvez toujours continuer à les poser, hein. On a accès au chat en ligne et on y reviendra à la fin si d'autres questions arrivent entre-temps. Donc un petit point là, pour le coup, je vais reprendre la main sur la procédure d'instruction des dossiers. Donc c'est la même que précédemment, hein, c'est toujours la collectivité de tutelle qui sollicite le classement en catégorie 1 ou 2 sur proposition du directeur de l'office de tourisme. Donc il y a une délibération à joindre au dossier de classement. Et puis un dossier de classement à constituer et à envoyer à la préfecture. Donc pour le département de l'Oise, c'est le bureau des affaires juridiques et de l'urbanisme à la préfecture qui s'occupe de l'instruction des dossiers. C'est un bureau avec lequel on est en contact et en bonne entente. Donc
voilà, sur l'instruction, il y a vraiment une fluidité qui va s'installer entre Ouest Tourisme et les services de la préfecture. Après, pour que ce soit plus facile pour tout le monde, je vous invite à nous informer dès que vous commencez à monter votre dossier, bien en amont du passage en délib. Comme ça, nous, on commence déjà à informer un peu la préfecture qu'un dossier est susceptible d'intervenir, enfin, d'arriver d'ici 1 ou 2 mois, et puis de pouvoir tout de suite mettre en exergue certains critères qui ne sont pas évidents à vérifier pour les services de la préfecture sur simple dossier, mais pour lesquels nous, qui avons une bonne connaissance du réseau et pour vous voir fréquemment, on peut appuyer certains critères, certains de ces critères. Pour vous aider, alors le lien qu'on a mis dans l'invitation vers le site internet de la DGE vous donne accès au guide méthodologique. Alors il est vraiment, vraiment très bien fait, ce guide. Donc n'hésitez pas à le feuilleter parce que tout est très clair sur ces nouveaux critères. En revanche, là, je vous ai mis un petit panneau attention. Les autres documents qui sont présentés sur le site de DGE, à savoir la fiche d'instruction et la fiche de transmission, sont en fait des documents internes à la préfecture, et c'est des documents qui servent à la préfecture pour transmettre des infos à la DGE. Donc ce ne sont pas les documents à utiliser pour monter votre dossier de classement. Néanmoins, vous pouvez largement vous en inspirer puisque votre dossier sera étudié avec ces documents à l'appui. Et puis enfin, les contacts. Donc bien sûr, Ouest Tourisme continue de vous accompagner dans le montage de vos dossiers. Donc n'hésitez pas à me contacter, en tant que référente des offices de tourisme pour le département de l'Oise, je vous accompagne volontiers. Et du côté de la préfecture, au bureau des affaires juridiques et de l'urbanisme, c'est Madame Laurence Mecalfia qui peut répondre à toutes vos questions liées à l'instruction. Donc vous avez nos adresses mail respectives et nos numéros de téléphone, et on se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre démarche de classement. Voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. J'espère qu'on a pu répondre. Ah si, j'avais noté une question d'une personne qui n'a pas pu participer, mais qui se demandait si tous les critères étaient obligatoires. Alors oui, pour le classement des offices de tourisme, c'est l'intégralité des critères qu'il Oui, faut prendre en compte exactement. et auxquels on n'est pas sur une démarche type démarche qualité où il faut répondre à au moins 85% des critères de la grille. Là, en l'occurrence, il faut répondre à tous les critères de la grille et ils sont tous obligatoires. Exactement, je confirme Oui, également. Loïse, la présentation sera envoyée à l'issue du webinaire avec le lien de replay. Et puis les quelques documents, en l'occurrence le guide méthodologique, et puis un petit document récap des critères qui ont changé et des critères qui n'existent plus. Voilà, je crois qu'on a répondu à tout. Merci Laurence, merci à tous. Eh bien super. Si on a répondu à toutes les questions, je vous remercie de votre présence, de votre participation, et un grand merci Sophie pour ta disponibilité. Je sais que c'est pas facile si peu de temps avant le congrès du centenaire à Office de tourisme de France, et peut-être que on se reverra tous, que ceux qui étaient dans la salle ce matin auront le plaisir de voir ton visage au congrès Voilà, autour d'une coupe de champagne. exactement. Merci en tout cas aussi Leslie, aux participants. Et puis oui, à bientôt au congrès, en tout cas, j'espère. Et super. Je vais attendre de voir les derniers commentaires défiler pour m'assurer qu'il n'y ait plus de questions. Et puis, une fois que j'aurai vu tout ça, on pourra clore le webinaire. Et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très vite. Super, bonne journée, à bientôt. Et voilà, je vais arrêter l'enregistrement et donc fermer la salle de webinaire. Merci à tous, au revoir.